Warriors contre Rockets, qui est une des séries, si ce n'est la série qui m'intéresse le plus, vraiment, parce qu'on a un profil d'équipe Houston tellement atypique et un contender tellement secret, ou plus tellement secret pour le coup. Je pense que la hype est bien montée avec les Warriors. Pour dire, niveau général, commençons par là, Houston, je sais pas si vous le savez, a le 4e meilleur net rating de NBA. Donc, on a les trois gros, OKC, Boston et Cleveland, ok. Derrière, le 4e meilleur différentiel attaque-défense de NBA, ce sont les Rockets. J'insiste pourquoi ? Parce que, oui, c'est une équipe imparfaite. Oui, c'est une équipe qui a des faiblesses. Un peu comme Memphis d'ailleurs, mais encore mieux que Memphis. Mais, malgré ces imperfections, c'est une équipe qui est très très forte. En l'occurrence, par exemple, ils sont 9e, je crois, top 10 en attaque cette saison. Et je suis le premier à dire que il y a des éléments qui vont peut-être pas se transposer en playoff. Il y a peut-être ils sont peut-être trop short en attaque sur le spacing, sur la création, etc., etc. Mais malgré tout, c'est une équipe qui carbure, qui est top 10 en attaque et qui en plus derrière évidemment est élite de chez élite en défense. De l'autre côté, les Warriors en net rating, un différentiel attaque-défense, ils ne sont que 10e. Mais il y a un énorme mais, vous avez compris. Si on prend seulement depuis le 6 février et le trade, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que au-delà des classements, je peux aussi parler en chiffres bruts. Les Rockets, 4e meilleur de NBA en différentiel, le chiffre en soi, au-delà du classement, c'est plus 5. Ils créent un différentiel à leur avantage, plus 5 points par 100 possessions entre l'attaque et la défense. Les Warriors, depuis février, petit échantillon, attention à pas surinterpréter, trop petit échantillon, etc. Mais bref, ils sont à plus 9. Plus 9 depuis 2 mois. Donc, ça carbure quand même très très fort. C'est quasiment le double. Alors, encore une fois, c'est pas à comparer, c'est pas sur le même plan. Un net rating de toute la saison, un net rating de 2 mois, on est d'accord. Juste pour dire que, en fait, voilà, c'est secrètement une équipe d'élite, mais vous le savez, évidemment, avec les Warriors. Et en fait, on a la 8e attaque de NBA depuis 2 mois avec les Warriors, mais surtout la première défense de NBA. Donc, on est sur un vrai duel de défense, de 2 défenses d'élite. Je ne sais pas si vous voyez les Warriors un peu comme ça, parce que c'est vrai que Curry, la motion offense, Steve Kerr, même Butler, qui est bon en attaque. Je suis pas sûr que tout le monde ait cette vision-là, mais en fait, on a vraiment une armada, une masterclass défensive à chaque match quasiment des Warriors qui sont redoutables. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est que je pense qu'on est sur le duel des défenses d'élite, vraiment. Et donc, en fait, la question, en un sens, ça peut aussi être, au final, entre ces 2 défenses d'élite, le gagnant sera peut-être celui qui va arriver le mieux à marquer, paradoxalement. Dans ce duel de défense, peut-être que le vainqueur, ce sera le meilleur en attaque, au final, des 2. Et c'est vrai que là, quand on pose la question et la problématique de cette manière, on a envie un peu de dire Golden State. Je pense que ça peut être la réponse pour pas mal de gens, peut-être pour vous. Commençons d'ailleurs par attaque de Warriors contre défense de Golden State. J'ai très hâte de voir ça, de voir ce match-up. Je pense que notre ami Ime Udoka, un des meilleurs coachs défensifs de NBA, un des meilleurs coachs tout court d'ailleurs, je pense qu'on va avoir pas mal de séquences, ce qu'on appelle le junk defense. Junk defense, c'est grosso modo, c'est des défenses non traditionnelles. Voilà. Donc c'est pas de l'homme à homme. Voilà, en dehors de ça, junk defense, comme de la junk food, si vous voulez. Mais c'est tout ce qui est un peu créatif, tout ce qui est un peu qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est un peu parfois des techniques qui sont très présentes en high school, mais pas au niveau supérieur, etc. Pour l'exemple le plus marquant, évidemment, c'est quand, en finale 2019, Nick Nurse nous sort en junk defense la fameuse le box and one, qui nous sort ça de nulle part, et depuis 2019, ça a été repopularisé, le box and one. Typiquement, contre qui a été fait le box and one? Stephen Curry, qui était d'ailleurs le one sur la box, Fred VanVleet. Est-ce que Udoka va sortir de la box and one contre Stephen Curry sur certaines séquences où il n'y aura pas Butler également sur le terrain? Ça me choquerait pas. Ça ne me choquerait absolument pas. Donc, mais en fait, je m'attends à ce qu'on ait pas mal de choses. Eux-mêmes, les Warriors sont pas mal en termes de créativité défensive. À l'époque, quand Mike Brown était un peu l'assistant coordinateur là jusqu'en 2022, je crois, on voyait des trucs genre box and one, mais aussi triangle and two, c'est-à-dire comme la box and one. Box and one, c'est une box en zone, une box de 4 de joueurs qui sont en zone, plus le one qui lui est en individuel. Triangle and two, c'est pareil, mais 3 et 2. Une zone de 3 et deux électrons libres en homme à homme. En fait, je m'attends à voir plein de choses créativement de la part de Udoka, parce qu'il y a le matos, déjà, parce que Curry, il faut l'arrêter, déjà, parce qu'il y a sans doute encore, je pense, un différentiel entre la qualité de Curry et la qualité du spacing, je dirais. On n'est pas en 2016, on n'est pas dans des grandes années des Warriors avec Durant, etc.
je pense que, ok, il y a Moody qui est bien en top 3&D, il y a Podziemski qui retrouve un peu son shoot mais voilà. Butler en playoff, on sait qu'il prend les tirs, il les met, mais c'est pas parfait. Pourquoi pas Looney, Draymond Green, ça shoot pas des masses. Guy Santos, je pense qu'il y a peut-être juste assez pour que certaines fois on ait un Udoka qui dise allez, play call, il y a pas assez de bons shooters. Testons des trucs. On triangle and two, box and one ou des trucs comme ça, un peu junk defense ou des trucs un peu fous. Donc ça, j'ai très hâte. Et même, bon, historiquement, c'est un peu pareil. Udoka, c'est le coach, le premier occasion qui a osé faire du drop face à Stephen Curry. Le fameux drop où on reste en retrait au niveau de l'écran. Et quel était l'antidote, le contre-move à ça ultime? C'était le pull-up à 3 points. Et donc pendant toutes les 2010, on n'a jamais voulu faire du drop face à Curry parce que tu restes bas et tu viens pas au niveau de l'écran mais tu restes un peu trop bas. Bah Curry il s'arrête au niveau de l'écran, il prend le pull-up à 3 points. Or Udoka en finale 2022 avec les Celtics, alors ça n'a pas marché parce qu'au final une série de playoffs c'est un échantillon très très court et donc surchauffe parfois, énorme match de Curry, bref, il y a d'autres aspects hein, mais Udoka a fait un drop. Pourquoi? Parce que et on en vient au point central de tout ça. Le problème, enfin le truc c'est que le drop te permet de contrôler l'espace et surtout de contrôler le chaos. Et c'est ça la chose pour moi la plus importante contre Stephen Curry. Contrôler le chaos. Et donc quand en 2022 il fait du drop, Udoka, en mode mais il est complètement fou, qu'est-ce qu'il fait? Si Al Horford il reste bas par rapport au niveau de l'écran, ça va donner un pull-up à 3 points. C'est exactement ce qu'on n'a pas voulu lui donner pendant 10 ans. D'accord? Mais pourquoi il a fait ça Udoka? Il est pas bête. Udoka il a fait ça parce que en fait, en défense, en NBA, tu peux pas tout enlever. Tu peux pas priver l'adversaire de tout. Tu es obligé de faire des choix. C'est comme ça. Par exemple, tu fais une couverture agressive d'un côté, bah, tu te déplumes de l'autre. Et ainsi de suite. Voilà. En fait, la défense, c'est pas priver l'adversaire de tout, c'est choisir quoi concéder. Or, avec Curry, quelle est l'arme atomique Stephen Curry? Quelle est sa qualité principale? C'est une création de décalage, une création de jeu, de par ces décalages qu'il peut créer partout, tout le temps. C'est le chaos total. C'est pour ça que prenez les offensive ratings ou les attaques autour de Stephen Curry, même avec 2-3 bouts de bois, ça marche. Parce qu'en fait, il a une telle gravité de shooter, tu le fais sortir à travers des écrans, on a vraiment cet aspect où Curry crée un nombre incroyable de décalage et donc des tirs faciles. Pour ça, quand Gary Payton, il a passé 3-4 ans NBA en tant que journeyman, qui avait pas de temps de jeu, il arrive aux Warriors. Ah bah tiens, il peut jouer parce qu'en fait, il est viable en attaque. Pourquoi il est viable en attaque? Parce qu'il joue à côté de Stephen Curry, et Curry attire à chaque fois des mecs sur lui. Et Gary Payton a des lay-ups. Alors qu'avant, c'était un no-name. Enfin, la défense était là, Gary Payton, mais bref. Ce que je veux dire, c'est que on a aussi cet aspect, pour moi, de la création de chaos de Curry. C'est pile le truc qu'il faut stopper. Et donc, en un sens, Udoka, à l'époque, il avait dit qu'est-ce que je choisis de concéder, qu'est-ce que je choisis surtout de ne pas concéder, et surtout, qu'est-ce que je préfère ne pas concéder, et donc ça implique qu'est-ce que je vais concéder, si vous me suivez. Ben, en faisant un drop, tu laissais cette poche à 3 points, mais c'était tout. Grosso modo, c'était tout. C'était, voilà, il y avait que cette passe, que cette poche, il y avait que cet espace, il y avait que ce décalage. Le décalage était au niveau de l'écran. Et tu restais en retrait, donc tu l'empêchais d'aller au panier. T'avais pas une débandade dans la défense, t'avais pas des rotations au deuxième rideau. Non, tu contrôlais un peu l'espace. Pourquoi je développe? Parce que je pense qu'il y a peut-être un moyen de faire pareil, et je développe aussi parce que, imaginons, la solution classique, ce serait de dire, bon, c'est un bon passeur, c'est pas un passeur qui est chapeau 1, c'est pas un Luka Doncic où quand tu le blitz, quand tu sors agressivement sur lui, même à 2 ou à 3, il peut te trouver le corner opposé. Il y a des limitations de taille, donc pourquoi pas le blitzer? Mais, c'est là où rentre aussi un autre élément en compte dans l'équation, c'est Draymond Green. Et pourquoi est-ce que le duo est à ce point fantastique? C'est que si tu mets trop de pression sur Curry libère facilement à Draymond Green, enfin pas facilement, il peut libérer un peu à Draymond Green, mais grosso modo, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher le corner opposé lui-même. Il libère juste à Draymond Green. Et le truc, c'est que Draymond Green, c'est un des meilleurs de l'histoire pour justement gérer ce 4 contre 3. Si le shoot de Curry fait que toi, tu montes à 2 très très haut pour l'empêcher de shooter ou d'être une menace, tu te mets à 2 sur lui, tu as 3 contre 4 sur le reste du terrain. Or, c'est là-dessus que ce duo a été fantastique. Évidemment, Curry est le moteur principal, mais l'association des deux est redoutable parce que, en fait, tu le blitz, tu fais un truc très agressif sur Curry, il libère. La balle arrive à Draymond Green qui ensuite doit gérer ce 4 contre 3. Et là, c'est bingo. C'est comme ça que les Warriors ont été une tellement bonne attaque et pour ça que le duo est absolument fantastique. C'est les deux ensemble. Et c'est pour ça que tu ne peux pas, a priori, tu peux pas trop faire un drop parce qu'il punit en pull-up à 3 points.
tu peux pas faire un switch parce qu'il peut te punir ensuite à un contre un, et tu fais un blitz, t'as le duo avec Draymond Green qui derrière va te punir aussi. Donc c'est vraiment un problème principal, parce que on en vient à se poser la question de comment est-ce que les Rockets vont défendre ça. Moi je pense que principalement il y a une question de limiter sa création de chaos, et donc ça voudra impliquer certains positionnements parfois un peu conservateurs, sur pas trop sortir trop haut, essayer de rester proche du panier, ce genre de choses. Mais t'as toujours ce truc où il peut te punir de loin si tu sors pas assez, et si tu sors, petite passe par-dessus, Draymond Green qui peut gérer le 2 contre 1, le 3 contre 4, et Butler pareil, hein, c'est des mecs, un cerveau génial. Donc voilà, ce combo shoot de Curry et short roll, on appelle ça le short roll, la gestion après le roll de Draymond Green, c'est quand même génial. Mais je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les Rockets peuvent faire? En fait, la question, c'est ça, c'est comment est-ce que on a Alperen Sengun qui va être ciblé, je pense, par les Warriors. Évidemment, c'est un peu le maillon faible dans cette équipe alors, qui est pas mauvais, hein, mais qui reste le maillon faible, qui est un joueur à compromis. Et de toute façon, Sengun ou pas Sengun, de toute façon, t'as un compromis sur le pick and roll. Faut gérer ce truc de Stephen Curry sur le pick and roll. Donc, première option, on a dit junk defense. Donc, un peu de la zone pour protéger Sengun ou un autre, et grosso modo, pas respecter le spacing, essayer de partir sur des schémas un peu complètement tarés, ou voilà, un peu atypiques, de zone plus individuelle sur Curry. Pourquoi pas Fred VanVleet, d'ailleurs. Deuxième option, on a cette option de, pourquoi pas tester un peu du drop, essayer un peu de contrôler tout ça, contrôler un peu le chaos, quitte à prendre un peu la sauce sur des pull-ups à 3 points. Mais c'est vrai que je l'ai pas dit aussi, mais pourquoi il a fait ça à Boston et pourquoi il pourrait le refaire à Houston? En fait, quand tu fais ça, quand tu restes en drop, ça dépend aussi de la qualité de tes navigateurs d'écran. Tu peux pas le faire avec n'importe qui. Ça marchait aussi à Boston en finale. Pourquoi? Parce que certes, Al Horford il attendait bas, et donc il y avait de l'espace, mais il n'y avait pas autant d'espace que si c'était la défense, je sais pas moi, de Washington, ou de mauvaises équipes complètement nulles. Parce que non, en fait, la clé c'est aussi d'avoir des mecs qui traversent bien l'écran et qui arrivent en position. Pareil, hein, la défense des Bucks de Budenholzer, qui était en drop à l'époque, enfin qui est même encore aujourd'hui, mais bref, pourquoi ça marchait? Parce que t'avais Bledsoe, t'avais Jrue Holiday ensuite, ou t'avais des mecs comme ça qui étaient géniaux pour traverser l'écran, pour faire un peu ce qu'on appelle le contest dans le miroir, dans le rétroviseur, le rear view contest. Donc il y a un peu cette idée que ok, le big il attend bas, et donc t'as de l'espace, mais est-ce que vraiment t'as de l'espace si t'as Derrick White qui est collé sur tes fesses en traversant l'écran, si t'as Tatum, si t'as des mecs comme ça, techniquement t'as de l'espace devant toi, mais t'es peut-être gêné avec un mec derrière. Donc je pense que c'est aussi un élément capital, et c'est pour ça que Udoka pourrait se permettre de le refaire ici. Il peut avoir des navigateurs d'écran incroyables. Tu mets un Amen Thompson sur Curry, tu mets un Fred VanVleet sur Curry. Dylan Brooks un peu moins, je pense qu'il va être plutôt sur du Butler. Pourquoi pas aussi un Jalen Green? Je pense que Jalen Green serait et est un maillon faible défensif, et notamment il le serait, ou il le sera sur plusieurs séries. Mais c'est vrai que le match-up Curry, c'est peut-être un des moins pires. C'est pas comme s'il devait défendre Anthony Edwards, je veux dire, par exemple. Mais voilà, il y a pas mal de profils où je pense que tu peux te dire, partons sur VanVleet ou Amen Thompson, tu peux peut-être te permettre de faire un drop, parce que le premier rideau, il reste collé, quoi. Donc, ok, t'as peut-être un pull-up à mi-distance ou à 3 points couvert, mais avec quand même Amen Thompson qui est sur les fesses de Curry, et qui va contester, qui va le gêner, quoi. Donc, c'est pas totalement ouvert, quoi. C'est pas, voilà. Donc, junk defense, le drop, contrôler l'espace, et ne pas, et empêcher un peu le déverrouillage du short roll de Draymond Green en surnombre, et de cette fameuse attaque un peu instoppable une fois que t'as le short roll. Ou alors, à quel point ne va-t-on pas avoir aussi, pourquoi pas, du blitz? Mais quand je parle de blitz, je parle vraiment pas de edge. Je parle pas de juste monter au niveau de l'écran, un peu à la Jokic, le soft edge, où allez, on fait une prise à deux, mais en étant au niveau de l'écran, mais on laisse venir, quoi. On fait une prise à deux, mais qui laisse venir? Non, ça c'est pas bien. Ça c'est quand t'as 2 sur le ballon, mais que tu autorises le mec quand même à pénétrer. Certes, il a 2 sur lui, mais la passe elle est facile. Je me pose la question d'à quel point Udoka va pas tester des blitz de malade mental. En fait, très simplement, il a déjà fait, et surtout, pour moi, l'idée ce serait de faire des blitz, mais blitz, hein, bien blitz, hein, pas donc des vrais trappes prises à deux, et pas juste un edge, on monte au niveau de l'écran, pour en fait essayer d'étouffer Curry. La clé elle est là. Pour moi, la clé est là, ce serait de essayer ou de parvenir à étouffer complètement Stephen Curry, et en fait de court-circuiter le passing de Curry avant que celui-ci ne touche Draymond Green. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire, on fait une prise à deux tellement agressive qu'on arrive à étouffer complètement Curry et à le gêner,
et que peut-être il va trouver une option de passe ailleurs, ou peut-être pas, mais grosso modo, vraiment court-circuiter ce truc et ne pas les laisser donner la balle de Curry à Draymond et Draymond ensuite attaque sur nombre. Ça peut être une option. Alors que, comme dit, vous prenez la défense de Denver un peu en mode edge, un peu ok, on est en 2 contre 1 mais on laisse venir et tout. Bon ben là c'est facile. Là Draymond s'échappe, la passe par-dessus, elle est pas facile, mais voilà, t'es face au jeu, etc. Là je parle vraiment de, et si on y allait en mode taré, en mode malade mental, sur très loin du panier, très haut, et vraiment je sors très haut, quoi. Sengun sort très haut, ou des mecs de l'intérieur sortent très haut, en edge, en jouant aussi sur la longueur, la taille et la longueur de bras. Donc là aussi, pourquoi pas, ça, si tu fais ça, plutôt que mettre un Van Vliet, plutôt un Amen Thompson, quand tu fais ce genre de couverture en premier rideau, pourquoi pas un Tarison ou des mecs comme ça, en mode, on va te mettre une longueur de bras et on va te presser tellement haut que, dans la théorie, tu dis, ok, je peux libérer à Draymond Green et puis on a ce qu'on veut, on a un décalage, Draymond, il se charge du reste, mais essayer de court-circuiter à l'origine, que tu puisses même pas libérer la balle. Pour moi, c'est une option. Il a déjà fait, il est totalement taré et, faut le dire aussi, les Rockets sont tellement un personnel défensif impressionnant que, pour moi, c'est totalement possible. C'est totalement possible. Donc, on résume, zone, drop en mode contrôle d'espace, ou le blitz en mode, on y va à fond pour couper ce circuit de passe, et aussi, surtout, parce que off-ball, en deuxième rideau, si parfois ça peut passer la balle, parfois on peut tenter de le gérer, quoi. Je vais même pas vous faire l'offense de dénombrer les défenseurs des Rockets, mais voilà, Jabari Smith, c'est un des pires, quoi. Jabari Smith, Harrison, Dylan Brooks, Jalen Green, Van Vliet, Amen Thompson, etc. Je pense qu'il y a ce côté où même en deuxième rideau, en off-ball, au-delà du pick and roll, tu peux en plus gérer cet espace. Donc ça se tente, quoi. Ça se tente. Et il y a un autre aspect aussi, là je parle du pick and roll surtout, mais même sur de la motion offense, sur des systèmes en sortie d'écran, des trucs comme ça, je pense qu'il y a aussi, il faut inciter, Houston a tellement plein de profils défensifs que ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher, et donc au-delà du pick and roll ou Curry à la balle, pourquoi pas imaginez du top lock, c'est-à-dire des mecs qui se mettent en prévention de prise d'écran. Donc je sais pas moi, Amen Thompson, plutôt que de suivre Curry derrière lui en sortie d'écran, quand il voit qu'il y a un écran qui se présente, hop, je me mets entre Curry et l'écran. Je me mets entre Curry et l'écran et je l'empêche de prendre l'écran. Ou alors je le gêne, il essaie de passer à travers moi, mais je reste accroché. Voilà, le top lock, c'est ça. Le contre-move du top lock, c'est Curry qui fait un backdoor. On l'a vu beaucoup contre Memphis, ça notamment. Mais voilà, tu peux aussi protéger avec un mec derrière. Tu peux imaginer Amen Thompson qui fait un top lock, et sous le panier, t'as Sengun qui l'attend, t'as Harrison, Jabari Smith, ou des mecs comme ça qui attendent, et pour contrer le contre-move, grosso modo. Voilà, ça peut aussi s'imaginer, et je pense que le personnel défensif est tel que tu peux imaginer que la motion offense puisse non pas être freinée, pas stoppée complètement, mais peut-être un peu freinée parfois, de par une capacité à switch all totale. Ce qui était à l'époque, je ne vais pas vous refaire encore une fois l'histoire de la NBA, mais le côté, les Rockets de 2018, c'est ça. Ils se sont bâtis en switch all pour contrer cette motion offense. C'est vraiment, c'est pas pragmatique, enfin, c'est pas idéologique, pardon, justement, c'est pragmatique, on a des mecs avec des écrans partout, on va bâtir une défense qui switch tout, comme ça, on s'embête pas. Et aujourd'hui, on a rajouté, par rapport à il y a 10 ans, on a rajouté aussi, tu switches l'écran, qu'importe écran avec ballon ou sans ballon, mais il y a des mecs derrière. On rétrécit l'espace, il y a des rotations. Plus qu'avant, les défenses sont encore plus dynamiques qu'avant. Et ça, Houston peut le faire. Houston peut totalement le faire. Donc à voir si ça peut être intéressant. Et je pense qu'on pourrait essayer de retomber sur la configuration des Lakers 2023, Warriors Lakers, avec, souvenez-vous, un match 1 de la série, les mecs font du top lock avec Vanderbilt qui empêche de prendre l'écran et Davis qui attend au panier. Voilà. Et ce qui fait que sur le reste de la série, les Warriors étaient en mode, on peut plus faire de sortie d'écran, on peut plus faire de la motion offense, faisons du pick and roll. Et pick and roll, ils sont aussi confrontés au problème Davis, quoi. Mais voilà. Est-ce qu'on peut orienter un peu de cette manière? J'ai hâte, mais parce qu'il y a plein d'éléments assez cool de ce point de vue-là. Après, là, je dis des trucs, encore une fois, le listing, c'est bien. Il faut voir à quel point chaque camp gagne un peu là-dessus. Là, je vous dis, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça. Je vous dis, ils peuvent switcher à la motion offense. Ça va pas être du 100 pour Houston et 0 pour Warriors. À quel point est-ce que, malgré ces switches, à quel point, malgré le personnel défensif, tu peux pas arriver à glisser un écran, tu peux pas arriver à faire des systèmes spécialement pour contrer ça, etc., ça. Il peut y avoir des fois où, sur le papier, tu dis oui, ils peuvent le contrer avec ce switch. Et en fait, ça marche quand même. Parce que il y a tel ajustement, il y a Steve Kerr, il y a Curry qui est quand même trop fort, etc., etc. Donc, tout va être une question de à quel point ça marche ou pas, en fait. Moi, je présente un peu les points de bascule, mais on sait pas de quel côté ça va basculer.
D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais à quel point est-ce qu'on va aussi tenter de switcher Stephen Curry? Est-ce qu'on peut tenter ça aussi? Et switcher, c'est pas juste je change l'écran et puis voilà. Pourquoi pas tenter le Sengun? Tu switches l'écran et tu montes très très haut sur Curry. Donc le classique de je switch, le mec qui est sur le ballon ensuite qui est un mismatch, il va presser très très haut sur Curry et très fort, très loin du panier pour en fait empêcher qu'il déclenche un pull-up à 3 points et pour même l'inciter à t'attaquer dans le drive. Parce que si toi tu montes très haut, bah t'es vulnérable en drive, évidemment. Mais sauf que c'est la stratégie. Je switch, donc pas de décalage sur le pick and roll. Je presse très haut, pas de pull-up à 3 points. Je t'incite à me battre sur du drive parce que je suis vulnérable sur le drive. Et sauf que quelqu'un t'attend sous le panier, quoi. Donc il y a tout ça qu'on peut imaginer, mais après, faut aussi tenir compte, du fait que les Warriors sont quand même aussi pas mal en termes de cerveau. Il y a pas que Draymond maintenant, il y a aussi Butler, il y a les cuts de Payton, il y a Kuminga parfois qui fait des bons cuts aussi, s'il va jouer, on ne sait pas. Moses Moody est excellent là-dessus. Donc il y a aussi un aspect de finalement, ok, il y a tous ces schémas sur le papier, mais dans l'improvisation, dans le côté lecture de jeu, les Warriors peuvent s'ajuster, faire les cuts dans le dos de l'aide, de surcharger le terrain. Tu surcharges le terrain si tu veux, et moi je passe derrière. Je propose quand même une solution de passe pas loin, plutôt que rester campé dans le corner, etc., etc. Donc en fait, ça va être une bataille absolument fantastique, quoi. J'ai même pas trop j'arrive pas à voir là-dedans. Donc bref, ou alors switch and double aussi. Tu switches comme ça, pas de décalage au moment du pick and roll. Donc il y a pas de possibilité pour que, hop, la passe de Curry à Draymond qui attaque un surnombre, etc. Tu switches. Donc là, Curry dit, ok, il y a un switch, je vais pouvoir l'attaquer. Et en fait, non. 2 secondes après, switch and double, la prise 2 qui arrive et qui en fait fait une prise à 2. Mais en fait, c'est l'avantage d'une prise à 2, mais sans l'inconvénient de ah mince, la balle va à Draymond Green. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu fais pas une prise à 2 au moment du pick and roll où la balle pourrait aller à Draymond Green pour le surnombre. Tu fais une prise à 2 une fois que Draymond Green est parti. Tu switches, Draymond s'en va, Curry s'apprête à faire son 1 contre 1, et hop, quelqu'un d'autre, un mec sur l'aile, et pas le défenseur de Draymond, mais un mec sur l'aile qui vient et qui fait une prise à 2, et donc là Curry dit ah mince, je libère parce que j'ai 2 sur moi, mais tu libères sur, je sais pas, sur Moses Moody, sur Gary Payton, et pas sur Draymond. Donc ça c'est intéressant aussi, de faire un switch and double, parce que tu déplaces le moment de la prise à 2, et donc tu déplaces quel type de prise à 2. Et t'as pas besoin de gérer le même surnombre. Et t'as pas besoin de gérer le surnombre face au même type de passeur, etc., etc. Donc voilà. Et un autre aspect que j'ai pas discuté, mais la question des match-up aussi va être assez énorme là-dessus. Est-ce qu'on met Alperen Sengun sur Draymond Green en mode, bah, comme ça, on te met sur un non-shooter, comme ça, Sengun, tu peux faire le libéro, tu peux venir zoner dans la raquette, tu peux jouer off-ball, mais sauf que si tu fais ça, tu offres totalement le match-up parfait pour les Warriors. C'est-à-dire que Draymond vient en poseur d'écran, et donc il implique Sengun, que a priori t'as peut-être pas trop envie d'impliquer sur le pick and roll. Toi tu veux qu'il soit off-ball, tu veux qu'il soit loin de l'action parce qu'il est quand même un peu vulnérable. Donc dans l'idée tu pourrais te dire bah oui, Sengun sur un non-shooter c'est génial, tu le respectes pas et tu aides ailleurs, mais sauf qu'en fait dans les faits, Golden State va amener Sengun sur l'écran grâce à Draymond. Donc tu peux changer. Est-ce que tu peux pas mettre aussi un Al Horford sur Moses Moody, sur Kevin Looney, sur des mecs comme ça, quand Kevin Looney va jouer, sur un extérieur, n'importe lequel, sur Podziemski, j'en sais rien, mais un peu ce côté, on te sort de ce match-up, comme ça, les Warriors doivent choisir. Soit on attaque Sengun, mais on le fait avec un poseur d'écran de moins bonne qualité, soit pick and roll Curry, Draymond, mais en devant affronter, je sais pas moi, Terry Eason, Jabari Smith ou n'importe qui, et sans pouvoir cibler Sengun. C'est un peu, on n'a pas choisi ton poison, mais voilà, on enlève Sengun de ce match-up, comme ça, c'est à toi à choisir. Bref, il y a ça aussi, cette question des match-up qui sera à voir. Et j'insiste encore une fois, la gestion des cuts et la gestion de cette motion offense, la gestion off-ball, on va dire, de Houston, est peut-être pour moi le point clé de la série. Vraiment. Au-delà de tout ce qui est shot-making, un mec qui est en feu ou pas en feu, ils mettent leur tir ouvert ou pas ouvert. La gestion de ces cuts et la gestion off-ball des Rockets est fondamentale pour moi. Et puis, autre point aussi, quid des lancers francs. Des lancers francs, parce que c'est vrai que les Rockets sont pas forcément élites là-dessus, mais parce que c'est aussi le normal, hein, quand c'est la conséquence d'avoir une défense à ce point qui bouge beaucoup. Forcément, t'es pas tout le temps en bonne position. Gobert ou Brook Lopez, ils attendent en bonne position, ils bougent pas trop. Voilà, tu t'empales sur eux, c'est facile. Une défense qui a tendance à être très dynamique, à beaucoup bouger, bah parfois tu fais la rotation, ça bouge et t'arrives pas à temps parfaitement. Donc un peu de faute. Pourquoi j'en parle? C'est parce que, justement, le point central, c'est la gestion off-ball de la défense des Rockets, c'est tous les cuts, etc. Mais il y a un mec qui s'appelle Butler, qui fait que, désormais, les Warriors sont élites en termes de provocation de lancer franc, notamment quand Butler est en poseur d'écran, où il peut soit poser un écran très dur, soit sinon, il glisse l'écran
avant le contact, et hop, je glisse au panier sur un cut, et je rentre dans l'art du protecteur de panier, je prends plein de fautes, etc. Et puis aussi, l'attaque un peu plus frontale. J'ai beaucoup parlé de Curry, mais il y a aussi une attaque plus frontale qui est très basique, de Butler, qui peut attaquer des match-ups individuels, que ce soit Dylan Brooks, que ce soit Jabari Smith, que ce soit Tari Eason, que ce soit Amen Thompson. Et je pense que les Rockets, pareil, sur ces isolations, ils vont mettre autour de lui des mecs, ils vont surcharger le terrain, ils vont pas le laisser en 1 contre 1 totalement. Et donc ensuite, quid, on retombe aussi sur un point que j'ai abordé de l'aspect cérébral des role-players des Warriors, qui est fondamental. À la fois dans l'attaque de Curry et à la fois dans l'attaque de Butler, tu surcharges le terrain autour de l'un ou de l'autre. T'as Moses Moody qui fait le cut, t'as Podziemski qui fait le cut, t'as le bon déplacement de Gary Payton, t'as Draymond Green, évidemment, t'as que des bons connecteurs, etc., etc. Et même, d'ailleurs, un truc qui a été primordial sur le match contre Memphis, les rebonds offensifs. Les rebonds offensifs qui ont été géniaux. Moses Moody a pris 3-4 rebonds offensifs, je sais plus combien, cruciaux. En fin de match, notamment. C'était, voilà, plus t'as une défense qui va être désorganisée, plus tu peux te faire avoir sur ce genre de choses. Donc, voilà, quid aussi des lancers francs. Fermement sur ce côté-là du terrain, je pense, et on peut faire la transition avec un autre. Je pense que Quinton Post va pas mal jouer. À mon avis, Quinton Post va pas mal jouer sur ce match-up-là. Enfin, je pense, au niveau de spacing, en fait. Juste en termes de spacing, je pense que ça peut être une série où il peut avoir de bonnes séquences. Mais en même temps, il y a aussi Kevin Looney qui doit jouer parfois par rapport au gros, par rapport au rebond offensif. On y viendra, mais si Quinton Post joue, il faut que Houston puisse arriver à punir. Et je me répète, mais Memphis n'est pas arrivé assez pour moi à cibler des maillons faibles, Curry ou Quinton Post. Là, c'est aussi un truc sur lequel Udoka est très bon. Udoka, il a pas une attaque en cercle comme le Memphis de cette année. Il a pas de, voilà, tout ce genre de trucs. Udoka, c'est très simple, simpliste. Certains diront, ceux qui veulent y mettre une connotation négative, mais c'est très simple. Je vais chercher un match-up de telle ou telle manière, pick and roll ou post-up, je vais le punir. Et donc il y a un côté où ce style de jeu très frontal, on va dire, plutôt que simpliste, mais très simple et très très frontal. J'ai assez confiance sur le fait que Udoka, il a un plan de jeu, et il va l'exécuter, et il va pas passer à côté d'aller cibler des mecs. Donc je pense que Curry, Quinton Post ou des mecs comme ça, il faut insister, il faut les punir parce qu'ils peuvent te faire beaucoup de mal de l'autre côté du terrain. Donc t'es un peu obligé d'en passer par là, parce qu'en plus c'est ça ton attaque. Ton attaque, c'est pas développer la high post offense, c'est développer la motion offense, c'est développer des systèmes en delay, en 5-out, etc. C'est surtout de prendre ce que l'adversaire te donne. Donc voilà. Après, autre élément, Houston est le meilleur de NBA sur le jeu des possessions. C'est-à-dire que, a priori, il y a plutôt le même nombre de possessions pour chaque adversaire dans un match, vu que les possessions alternent de l'un à l'autre. Mais on peut varier avec 2 éléments que sont le rebond et les turnovers. Et donc, Houston prend des tonnes de rebonds. C'est le premier de NBA. Vous avez vu, parfois, c'est peut-être même leur tactique, c'est de manquer des tirs pour avoir Steven Adams sous le panier qui a un mismatch au rebond et qui met le 2 points comme ça. Rebond et turnover, ils commettent très très peu de turnover. Vraiment. C'est une de leurs qualités, je trouve aussi. Aussi parce que c'est une attaque qui est parfois, comme dit, un peu simpliste. Donc il n'y a pas tant de... Quand on donne des match-up à Jalen Green, on va pas lui dire crée pour autrui. On lui dit, tiens, prends ce mismatch, attaque-le, vas-y, score. Donc il y a moins de prise de risque dans la passe, pardon. Mais la conséquence, c'est que ils sont très bons en jeu des possessions. Donc ça, c'est quand même génial. Mais j'en parle parce que les deux vont être un point clé pour moi de ce côté-là du terrain. Au-delà de, je peux le dire rapidement aussi, quid de la création d'Alperen Sengun, quid du shotmaking de Jalen Green ou de Fred VanVleet, voilà, un peu des trucs classiques de Houston, quid de sa création, en fait, création directe. Pour moi, point d'interrogation, ou en tout cas point de bascule, on peut tomber sur une série où ils sont bons, et ça change tout, une série où ils sont pas bons, évidemment, ça change tout de l'autre côté, vous avez compris. Mais au-delà un peu de ces points de bascule un peu classiques, il y a la question du jeu des possessions, pour moi, et la variable, elle est la suivante. Les turnovers, ils commettent très peu de pertes de balles, mais ils affrontent une défense qui est élite, de chez élite, pour créer ces turnovers adverses. Et notamment Draymond Green, notamment Butler aussi, qui est peut-être le meilleur de NBA, sur le cerveau défensif, les lignes de passe, l'anticipation. Il y a un aspect où, en fait, on a affaire à une escouade incroyable. Donc, j'ai hâte de voir qui va gagner, en fait. Qui va gagner entre l'équipe qui perd pas de ballon et l'équipe qui arrive à provoquer des pertes de balles. C'est fascinant, et je pense que il est possible qu'on ait des fois où la pression est telle, les schémas sont tellement complexes aussi, un peu complexes côté Warriors, et puis l'anticipation d'un Butler ou d'un Draymond fait aussi que peut-être qu'un Sengun, mais surtout peut-être qu'un Jalen Green
peux avoir des lectures qui, c'est pas les mêmes, hein. C'est pas pareil de faire des bonnes lectures contre Washington ou contre ou des Memphis ou des équipes un peu cool, hein. Mais c'est pas pareil ça ou série de playoffs, faire des lectures face à une défense extrêmement polymorphe comme celle des Warriors. Bref, j'ai hâte de voir qui va gagner ça parce que ça peut être un point de bascule énorme vu que c'est une force des Rockets. S'ils perdent beaucoup de ballons, ça peut être chaud pour leur attaque et si les Warriors y arrivent, donc voilà. Et après, bon, problème de spacing aussi, problème de spacing qu'on peut pas évacuer côté Rockets. Il y a besoin d'espace. Enfin, il y a besoin de défense, mais ils ont des profils qui parfois sont très défense et pas trop attaque, pas trop spacing. Mais c'est aussi le fait que en face t'as Curry qui t'impose ça. Curry est bon et Curry et leur attaque t'impose d'avoir des bons défenseurs, donc tu peux pas te permettre de faire jouer des bons attaquants. Donc c'est toujours un peu les vases communicants là-dessus, c'est toujours le truc. La question des match-up aussi de ce côté-là du terrain, comment est-ce qu'on fait? Dernièrement, on a vu beaucoup de Butler qui étaient mis sur le pivot adverse et même des pivots type Zach Edey ou Brook Lopez. D'ailleurs, il défendait en drop comme s'il était un big lui-même. Et comme ça permettait d'avoir Draymond off-ball en libéraux, en safety défensif sur un autre joueur. Je sais pas si on aura ça, parce que là, en l'occurrence, le pivot adverse, c'est Sengun. Or, Sengun n'est pas parfait, Sengun n'est pas encore chapeau en création, post-up, etc. Mais c'est peut-être un match-up un peu trop dangereux à donner. Ou en tout cas, je pense que Sengun pourrait le punir, ce 1 contre 1 contre Butler. Donc, ok, t'aurais l'avantage d'avoir Draymond un peu off-ball, mais est-ce que t'as envie de laisser autant de 1 contre 1 sur Sengun, qui en plus, je dis qu'il est moyen, mais en fait, il progresse aussi beaucoup de match en match, et on a vu dernièrement le match contre KC de fin de saison, il a complètement, il était génial en 1 contre 1, il est complètement battu, pardon, je perds mes mots, notre ami Chet Holmgren, enfin voilà, il est capable. Donc, je suis pas sûr qu'on ait ce genre de match-up là. Est-ce que on va plutôt faire basculer Draymond sur Alperen Sengun? Peut-être. Donc, je ne sais pas. Est-ce que ça peut pas aussi imposer certaines minutes de Kevin Looney par rapport à Sengun? Kevin Looney qui est pas parfait, mais qui est au moins un bon défenseur de post-up que au-dessus de Quinton Post, par exemple. Donc il y a cette donnée là aussi. Bon, le shot making de Green aussi, j'en ai déjà parlé, mais il va avoir beaucoup de pick and roll entre petits aussi. Enfin, de pick and roll aussi classique, hein. Voilà. Quand il y a des minutes de Kevin Looney pour contrer le post-up de Sengun, il faut pas appeler un post-up. Il faut appeler un pick and roll et tu demandes à Jalen Green de l'attaquer dans l'espace. Typiquement. Pareil pour Quinton Post. Donc, Jalen Green va être un point de bascule aussi, mais là encore, il y a beaucoup de variances et ça, je peux pas le prédire s'il va mettre ses shoots ou pas. La question d'Amen Thompson aussi. À quel point est-ce qu'on, Udoka va arriver à être un peu créatif dans la manière d'utiliser Thompson, qui, à mon avis, va pas être respecté du tout à 3 points, mais il faut arriver à l'impliquer sur des actions et que ce soit pas une non-menace. Donc, il faut le mettre avec le ballon. Il faut le mettre sur des post-up split, peut-être. C'est-à-dire, lui, en tant que passeur en post-up, pendant qu'il y a des cuts en tête de raquette. Il faut essayer de trouver des trucs, piquer dans l'inversé, peut-être aussi. Bref, c'est un peu intéressant. Je me demande aussi à quel point, je l'ai tweeté, je crois, il y a 2-3 jours. Rich Shepard. Est-ce qu'on va pas avoir un match où Rich Shepard, qui est pas du tout dans la rotation, hein, peut pas un peu faire office d'un peu de, pas de pétard mouillé justement, mais de scorer un peu micro-ondes, il rentre dans un match de playoff, ça galère un peu au niveau création, il rentre, il met un pull-up, il met un drive, il met un mid-distance, il va prendre un drive avec de la faute, 2 lancers francs, voilà. Un peu ce côté étincelle offensive, bon, qui va se faire cibler immédiatement, hein, mais toujours un peu ce côté Factor X en fait, des joueurs qui à mon avis ont une haute variance. Voilà, Tim Hardaway Jr., j'en ai beaucoup parlé l'an passé, ou des mecs comme ça à l'époque des Rockets, Daryl Morey, où on parlait de Aaron Brooks, qui lui aura fait gagner un match de playoff comme ça, parce que joueur à haute variance, donc tu comptes pas sur lui pour la base de ton attaque, mais sur un match, s'il te met 15 points, ça peut te faire gagner un match de playoff crucial. Donc je sais pas, j'ai hâte, mais la difficulté c'est que déjà Udoka le fait pas jouer, mais parce qu'il le fait pas jouer, peut-être encore moins contre cette équipe des Warriors qui est très forte pour cibler des mauvais défenseur, donc je ne sais pas, mais je garde ça dans un coin de la tête quand même, parce que bref, vous avez compris. Et puis non, notamment il y a un aspect aussi, les Warriors sont quand même premiers de NBA pour défendre le panier, et même je vais vous dire, ils sont premiers de NBA en fréquence de tir au panier autorisé, en fréquence, depuis 4 ans. 4e année d'affilée que les Warriors sont premiers de NBA. Ça peut paraître étonnant parce qu'ils n'ont pas eu une grosse défense depuis 4 ans, ils ont eu des hauts et des bas, mais c'est la force de leur schéma. C'est leur schéma qui sont vraiment littéralement de boucher la peinture, de le faire très bien, et surtout ensuite d'avoir des mecs pour gérer. C'est pas juste le fait d'aller dans la raquette et de dire allez, on se met dans la raquette, tu peux pas y aller. Ensuite, quand il y a des kick-out ou quand ça ressort, il faut être capable de faire les mouvements, sinon tu te fais avoir, tu te fais battre. Donc non, il y a aussi le fait qu'ils zonent
Ils abandonnent leur shooter, ils vont dans la raquette, ils ressortent. Voilà, une coordination un peu off-ball qui est géniale. Et c'est vrai que Houston, non seulement c'est pas une attaque parfaite sur demi-terrain, mais quid face ça, la meilleure défense de NBA sur la protection de panier. Protection de panier, pas en termes de genre j'ai un Gobert, j'ai un Jaren Jackson qui va effacer le tir au panier avec un contre, mais juste sur l'aspect de tu peux pas aller au panier. Et c'est vrai que Houston n'a aucun ni driver ni créateur implacable qui peut naviguer malgré l'obstacle et tout de même aller au panier, genre Luka Doncic. Ils ont pas ça. Ils ont plutôt des chapeaux 2 voire 3 même en termes de création. Donc est-ce qu'ils vont pas s'empaler sur ce côté défensif étouffant et restriction d'accès au panier? Peut-être. Et puis venons-en aussi l'autre aspect. J'ai parlé des turnovers. Qui va gagner cette bataille de turnovers entre l'équipe qui perd pas de ballon et l'équipe qui arrive à en faire perdre beaucoup? Le rebond offensif, beaucoup de choses va jouer là-dessus. Houston est énorme sur ses rebonds. Leur moyenne de saison, c'est 35, mais il y a des match-ups, ils peuvent monter à 45% de pourcentage de rebond offensif. Donc parfois, ils flirtent avec les 1 tir sur 2 où ils ont le rebond. Un peu moins, mais il y a des match-ups comme ça assez incroyables. Et là où c'est intéressant, c'est que tout part aussi du fait, vous savez, du match-up avec deux bigs, avec Adams et Sengun. Et le fait que, moi j'ai déjà dit, par exemple contre OKC, OKC savait pas quoi faire. Parce que tu mettais Chet Holmgren sur Sengun, et comme ça tu mets le gros Hartenstein qui fait un box-out de qualité sur Adams, ok, t'as un bon box-out au panier, mais Sengun pouvait en 1 contre 1 battre Chet parfois. Tu fais l'inverse, tu mettais Hartenstein sur Sengun, ok, il peut arriver un peu à stopper Sengun ou quoi que ce soit, mais enfin bref, il y avait un mismatch de l'autre côté. T'avais un mismatch avec Adams qui en fait, Adams qui est immense, qui d'ailleurs j'ai vu dernièrement, apparemment il a fait partie de toutes les équipes un peu qui étaient au-dessus du lot en termes de rebond offensif depuis 4-5 ans. Les Grizzlies il y a 3 ans, où est-ce qu'il était avant, le Thunder de 2019 ou 2020, je sais plus, mais bref. Adams c'est tellement un mismatch sur rebond offensif que en fait les Rockets jouent là-dessus. Donc là c'est pareil. Là, imaginons un peu le jeu des match-ups. Qui est-ce qu'on met sur Adams? Si Houston veut faire ce double line-up, peut-être pas en titulaire, mais sur certains passages, ça peut aussi t'imposer qui doit jouer. C'est pas que Sengun et son post-up qui t'imposent qui doit jouer. C'est aussi Adams. Parce que vous êtes bien gentils, vous, mais des line-up un peu petits, la raquette Draymond Green, Butler, bon, on a déjà dit, est-ce que tu mets Butler sur Sengun? T'as pas trop envie. Peut-être que Sengun peut punir. Donc, tu mets Draymond sur Sengun. Ok, ça c'est géré. Mais est-ce que tu laisses Butler qui doit défendre en box-out Adams qui est campé sous le panier? Compliqué. Compliqué en termes de taille, compliqué en termes de puissance de box-out. Donc, à quel point est-ce que tu peux pas aussi un peu dicter qui va jouer grâce à ce rebond offensif? Encore une fois, c'est les vases communicants de playoff et d'un match de basket. Tout ceci est connecté. Et donc, quel va être ton line-up aligné si t'es Golden State? Pour l'attaque notamment, ça peut aussi dépendre de à quel point qui tu dois mettre sur le terrain pour défendre, notamment le rebond. Et si tu es obligé de sortir un Kevin Looney pour défendre Sengun, mais surtout pour faire des box-out sur Adams, ça veut dire que tu auras ça en moins en spacing toi-même. Si tu as un Kevin Looney pour le box-out, de l'autre côté, quand le changement de possession en attaque, il n'apporte pas de spacing. Donc voilà, tout ceci est un peu connecté. Pour ça que Quinton Post, je me dis, il va être bien pour le spacing, mais est-ce que tu peux laisser le match-up Adams, Quinton Post? Je suis pas sûr, je sais pas. Donc bref, le rebond offensif est un point à surveiller, tout autant que les turnovers, parce que peut-être même encore plus, le rebond peut dicter qui va être sur le terrain, vraiment. Et de l'autre côté d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais un peu l'inverse. C'est-à-dire que de l'autre côté, les Warriors peuvent aussi se dire, bon, vous essayez de nous écraser au rebond, ok, faites jouer Steven Adams si vous voulez, mais nous à chaque possession, on va pas cibler Sengun, on va cibler Adams. On fait monter Steven Adams sur l'écran. Et là, à quel point ça peut tenir, quoi. Là, à quel point ça peut tenir. Là, pour le coup, c'est une vraie question. Parce que autant Sengun est très mobile, faire des blitz un peu agressives, etc., il peut le faire. Adams, ça bouge un peu moins. Donc Adams, ça pourrait être du drop. Ça peut être une possibilité, on l'a expliqué. Mais voilà, Adams, c'est pas parfait sur le ballon, quoi. C'est génial le rebond. C'est pas un top défenseur de pick and roll. Donc à voir. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu dis, on garde Adams 30 minutes et on le fait faire du drop, et c'est ce qu'on veut? Est-ce que Golden State elle peut pas arriver en mode on t'implique 4-5 fois sur le pick and roll, on te fait paniquer en mode tiens, Curry il a mis quand même 3 points là sur 4 possessions. Et du coup, ça peut être l'inverse. Ça peut être le rebond d'Adams qui va dicter que
Kevin Looney doit jouer et pas tes petits shooters. Ça peut être l'inverse. Ça peut être Curry qui dicte que, bah non, regarde, tu peux pas le faire jouer Adams, puisque moi, dès que t'as Steven Adams, moi, je le punis. Mais il est pas assez bon dans l'espace et dans ce pick and roll, etc., etc. Donc, voilà, j'ai envie de dire Golden State. J'ai envie de dire Golden State, alors que j'adore cette équipe des Rockets et je pense qu'il va y avoir une vision très très négative des Rockets si ils perdent, en mode ouais, c'est une équipe de saison régulière, les schémas sont un peu trop, ça se transpose pas en playoff, plein de trucs comme ça, alors qu'en fait c'est peut-être juste que les mecs affrontent un candidat au titre secret, ok, et que voilà, l'affrontement c'est 2 contre 7, mais c'est un faux en fait, vous avez compris. Donc, j'ai pas très hâte de ça. J'ai pas très hâte des narratifs de ouais, les Rockets ils sont trop jeunes, ils manquaient d'expérience. Ah non, mais ce style de jeu, de rebond, ça se transpose pas en playoff. de toutes ces conneries, alors qu'en fait c'est juste que punaise quoi, t'es quand même une sacrément bonne équipe et peut-être que juste tu vas te taper un mec une équipe qui est un candidat au titre quoi, qui est une équipe d'élite. Donc je trouve ça m'énerve déjà. Je préchote, ça m'énerve déjà si les Rockets perdent. Et après j'exclus pas que malgré tout les Rockets s'en sortent. Hein. C'est tellement une équipe atypique, c'est tellement une équipe géniale. Moi je pense qu'ils sont un peu short pour le titre. Je pense qu'il manque voilà, plutôt que Jalen Green, si t'avais un chapeau 2 plutôt que chapeau 3 en création. Je pense que je serais plus confiant pour les voir en finale NBA et gagner même. Je pense que ça sera peut-être le cas l'an prochain. Mais j'ai hâte parce que je pense qu'elle va être incroyable cette série. Vraiment.